kookaburras, kakatoès et kangourous. Au cours de ma vie, je suis entrée dans des dizaines de ports à travers le monde. Aucun d'eux n'est aussi impressionnant que Sydney. Liverpool avait été sombre et gris quand nous étions partis. Sydney était bleu, parfumé, brillant, beau et embaumé. Je n'oublierai jamais cette arrivée. Nous avions atteint le port le matin, sur notre grand navire aux cheminées rouges, la sirène rugissant pour nous annoncer fièrement. Et je sentais que je faisais partie de cette nouvelle splendeur. Nous nous penchions, Marty et moi, par-dessus le bastingage, regardant éblouis, enfiévrés, je crois que c'est le mot qui convient le mieux. Tout était nouveau et merveilleux pour moi, la tiédeur de la brise, les centaines de voiliers voguant dans la baie, leurs voiles blanches gonflées par le vent, le Sydney Harbour Bridge, ce pont si majestueux, les maisons aux toits rouges sur les collines environnantes, et la mer. Je ne savais pas que le bleu pouvait être si bleu. Aucun endroit n'aurait pu être plus beau. Je n'avais aucun doute. Nous entrions au paradis. Et tandis que le navire se rapprochait lentement du quai, je vis que tout le monde agitait la main vers nous en souriant. Nous fîmes signe à notre tour, et Marty mit ses doigts dans sa bouche pour siffler. Soudain, j'étais plein d'espoir. Je rayonnais de bonheur et Marty aussi. Il avait passé son bras autour de mon épaule. « Je te l'avais dit, Arthur, n'est-ce pas? Un pays tout neuf. Tout ira bien maintenant. » Au milieu de l'agitation et du chaos des docks, ils nous rassemblèrent, nous les enfants, firent l'appel, puis, sans nous expliquer pourquoi, ils nous divisèrent en petits groupes. Lorsque je vis ce qui se passait, je ne quittai plus Marty d'une semelle. Je ne voulais surtout pas qu'on nous sépare. Or, ce fut justement ce qu'ils essayèrent de faire. Marty m'attrapa par le bras, le tint fermement, et me dit de rester exactement là où j'étais, à côté de lui. Aussi rapide que l'éclair, il dit « Lui et moi, monsieur, nous sommes cousins. Je vais là où va Arthur, et là où je vais, Arthur va. » L'homme qui cochait nos noms sur sa liste répondit que c'était impossible, que des dispositions avaient déjà été prises et qu'on ne pouvait pas les changer. Il était catégorique et désagréable aussi. Il cria à Marty de la fermer et de faire ce qu'on lui disait. Comme tout le monde sur le quai, il parlait anglais, mais ça ne ressemblait pas du tout à la langue qu'on connaissait en Angleterre. Je reconnaissais les mots, certains d'entre eux, mais leur sonorité était étrange et différente. Marty ne haussa pas la voix, il ne cria pas. Il ne se mit pas à trépigner ou à gesticuler. Marty, je le découvris alors, avait une façon à lui bien particulière de s'opposer à l'autorité. Il parla avec le plus grand calme, très poliment, en regardant l'homme fixement. « Nous restons ensemble, monsieur, » dit-il. C'est ce que nous fîmes, de sorte que je me retrouvai un peu plus tard ce matin-là, assis à côté de Marty dans un car qui sortait de Sydney et se dirigeait vers la rase campagne. Nous étions 10 dans ce car, tous des garçons, et en regardant autour de moi, je fus soulagée de voir qu'un seul des garçons qui avait partagé ma cabine était présent. Il s'agissait de Wes Snarky, celui que Marty avait frappé un jour sur le pont. Il ne m'avait plus jamais embêté par la suite, ça ne me dérangeait donc pas de le voir là. Dame Fortune m'avait vraiment souri, c'est en tout cas ce que je crus sur le moment. Le chauffeur, qui paraissait être un type bavard et cordial, nous expliqua qu'il nous emmenait au ranch Cooper, une grande ferme à presque 500 km de là. Il faudrait toute la journée pour y arriver. Nous ferions bien de nous installer confortablement et de dormir, mais nous ne suivîmes pas son conseil, aucun de nous d'ailleurs. Il y avait trop de choses à découvrir, trop de merveilles que nous n'avions jamais vues. Pour commencer, un espace immense, pratiquement sans maison, pratiquement sans personne. Et je n'étais pas au bout de mes surprises, ce premier jour en Australie. Les animaux, les oiseaux nous semblaient aussi étranges et différents que le paysage lui-même. Le chauffeur de car nous disait leurs noms, qui nous parurent aussi bizarres que les animaux eux-mêmes. Kookaburras, kakatoès, kangourous et opossums. Même les arbres étaient différents de ceux que nous avions en Angleterre. Il y avait des gommiers et des acacias australiens. Nous n'étions pas simplement dans une autre campagne, nous avions l'impression de nous trouver sur une autre planète. Et la surface broussailleuse de cette planète semblait continuer à perte de vue, plate de tous les côtés, jusqu'à l'horizon qui miroitait bleu, brun, vert. Les villes que nous traversions ne ressemblaient pas non plus aux villes que je connaissais. Les rues étaient larges, grandes, poussiéreuses, et toutes les maisons étaient basses. Quand on voyait une autre voiture, c'était une surprise.
J'avais chaud, soif, je me sentais sale dans ce car et je me disais que le voyage ne finirait jamais, mais j'étais heureux. J'étais heureux d'être arrivé, heureux de ne plus avoir le mal de mer. Nous ne sentions presque pas la fatigue, tellement nous étions excités. C'était une nouvelle aventure dans un monde nouveau. Nous faisions un tour en car au pays des merveilles et nous adorions ça. Nous profitions de chaque instant. Le soir tombait lorsque nous arrivâmes au ranch Cooper, mais on voyait encore bien. On découvrit donc que c'était un endroit isolé, à l'écart au milieu du bush, cette immense étendue de buissons et d'arbres qu'il y a en Australie, et que c'était une ferme. On en sentit d'ailleurs immédiatement l'odeur dès que l'on descendit du car. Il y avait d'énormes étables un peu partout, et l'on entendait le bétail s'agiter, remuer à l'intérieur. De plus loin, dans l'obscurité, nous parvenait le bruit d'un ruisseau qui coulait, ainsi que le cancan rauque de canards. Un disque émettait de la musique qui sortait du bâtiment principal de la ferme, couvert d'un toit de tôle ondulée et entièrement entouré d'une véranda. Au début, je crus que c'était l'endroit où nous allions tous vivre, mais on nous conduisit plus loin, nos valises à la main, le long d'un sentier sale, à l'intérieur d'un enclos entièrement clôturé. Au milieu se trouvait une longue cabane en bois avec des marches à une extrémité et une véranda. « Votre nouvelle maison !» nous dit l'homme en ouvrant la porte. Je ne fis pas très attention à lui, pas à cet instant. J'étais trop occupé à regarder autour de moi. L'aiguille du phonographe restait bloquée dans le disque rayé tandis que je me tenais là. Je ne peux jamais repenser au ranch Cooper sans entendre bégayer impitoyablement dans ma tête ce fragment de cantique. « Quel ami nous avons en Jésus, avons en Jésus, avons en Jésus, avons en Jésus. » Je ne le savais pas encore, mais c'était la sinistre ouverture d'un oratorio annonçant les années les plus sombres de ma vie. Le ranch Cooper, Piggy Bacon et l'œuvre de Dieu. Je pense que c'est à partir du moment où on nous a enfermés pour la première fois dans la cabane dortoir du ranch Cooper, où nous avons entendu qu'on fermait la porte à clé derrière nous, que j'ai détesté les murs autour de moi et les portes closes. Chez moi, je ne verrouille jamais les portes, jamais. Depuis le ranch Cooper, les portes et les murs me donnent l'impression d'être prisonnier. J'allais découvrir, comme les autres, non pas l'impression d'être prisonnier, mais ce qu'est réellement la condition de prisonnier. Pis encore, nous étions des esclaves. J'ai eu beaucoup de temps pour réfléchir à tout cela depuis lors. Je suis toujours en colère quand je repense au ranch Cooper, à ce qu'on nous a fait là-bas. Mais nous n'étions pas les premiers. Environ 200 ans avant que nous ayons été envoyés d'Angleterre en Australie, d'autres faisaient déjà le même voyage que nous. Ils venaient enchaîner dans les boyaux puants des cargos. Nous étions peut-être venus dans un beau paquebot avec des cheminées rouges vifs et un orchestre, mais nous étions prisonniers autant qu'ils l'avaient été. Et ils avaient sans doute découvert, comme nous-mêmes, que nous n'étions pas seulement des prisonniers, mais des esclaves aussi, et que lorsqu'on est esclave, on ne nous prend pas seulement notre liberté, mais le reste, car nos maîtres possèdent notre être tout entier, ils possèdent notre corps et notre âme. Or l'âme, comme nous allions le découvrir, était particulièrement importante pour eux. Je ne peux pas dire que j'ai compris grand-chose de cette première nuit au ranch Cooper, tandis qu'allongé sur ma couchette, je serrais la clé porte-bonheur dans l'obscurité étouffante du dortoir, mais je savais déjà que le rêve était mort. Marty, sur la couchette à côté de moi, restait muet de consternation, de même que nous tous. Il pleura cette nuit-là, ce fut la seule fois où j'entendis Marty pleurer. Je savais désormais que ce pays tout neuf où nous venions d'arriver n'était pas un paradis. C'était, et nous allions le découvrir rapidement, l'enfer sur terre. Un enfer spécialement conçu pour les enfants par Mr. Bacon. Et nous l'appelions Piggy Bacon, ce porc qui était à la fois notre geôlier, notre maître à nous, ses esclaves, notre prêcheur et notre père tout neuf. Je peux dire honnêtement que Piggy Bacon est la seule personne que j'ai jamais eu envie de tuer de ma vie. Mais il faut lui reconnaître qu'au moins, il nous dit les choses directement. Ce premier matin au ranch Cooper, après que nous nous étions lavés avec des seaux d'eau alignés les uns à côté des autres sur la véranda, après notre petit déjeuner de porridge tiède et plein de grumeaux, il nous expliqua exactement pourquoi nous nous trouvions là. Nous étions tous rassemblés, frissonnants, devant le bâtiment du dortoir. Madame Bacon se tenait à son côté dans sa salopette bleue et son tablier à fleurs, minuscule à côté de son énorme mari.
C'était un homme massif, costaud, corpulent, au visage rougeau, aux cheveux roux coupés ras, avec une moustache drue et rousse, de petits yeux roses, dont même les cils étaient roux. J'avais toujours l'impression qu'il avait pris feu et qu'il allait exploser. Son énorme bedaine semblait n'être retenue que par sa chemise à carreaux et une large ceinture, une ceinture que chacun de nous aurait de bonnes raisons de craindre au fil des mois. Il portait des bottes qui lui montaient jusqu'aux genoux, sur lesquelles il donnait de temps en temps des coups secs, rageurs, avec la canne qu'il tenait souvent et qu'il utilisait pour ponctuer ses discours. Discours qui, comme celui-ci, se transformeraient toujours en sermons. Parfois, il tenait un fouet à la main, qu'il faisait claquer devant les chiens, le bétail ou les chevaux, ou devant nous, si l'envie le prenait. Canne ou fouet, cela nous était égal, nous craignions l'une autant que l'autre. Madame Bacon arborait ce même sourire figé et nerveux que je lui vis si souvent par la suite. Nous ne connaissions pas la raison de sa nervosité. Pas encore. Elle paraissait recroquevillée dans sa salopette. Je pense qu'elle portait toujours la même. Seul les tabliers changeaient. Je sentis dès le premier jour que Madame Bacon avait peur, qu'elle cachait quelque chose. Son visage avait perdu toute couleur. Je n'ai jamais vu de ma vie une femme avoir l'air aussi épuisée. Elle se tenait là, les yeux baissés, tandis que Piggy Bacon nous expliquait le pourquoi et le comment, ce qu'il fallait faire ou ne pas faire au Ranch Cooper. « Vous pouvez vous estimer très heureux, commença-t-il, d'avoir été pris chez nous par Madame Bacon et moi-même. Personne d'autre ne vous aurait accepté. Nous l'avons fait par bonté d'âme, n'est-ce pas, Madame Bacon? Par bonté d'âme, c'est tout. Vous êtes les petits dont personne d'autre n'a voulu. Vous êtes les petits jetés hors du nid, repoussés, sans maison où aller, sans personne pour s'occuper de vous, ni même pour vous nourrir. Mais nous allons le faire, n'est-ce pas, Madame Bacon? Nous allons vous nourrir, vous héberger, vous donner de quoi vous vêtir, vous apprendre à travailler dur et à trouver les chemins qui mènent à Dieu. Qu'est-ce qu'un enfant pourrait demander de plus? Nous sommes, Madame Bacon et moi, des croyants dignes de ce nom, de vrais chrétiens. Nous avons été élevés dans le sens du devoir. Laissez venir à moi les petits enfants, a dit le Seigneur. Ainsi, nous nous soumettons à sa volonté, et nous vous montrerons comment vous y soumettre vous aussi. Un enfant naît en état de péché et doit se plier à la volonté de Dieu. Telle est notre tâche à présent, que de vous apprendre à le faire. Nous avons donc proposé de vous prendre chez nous, à nos frais, ne l'oubliez pas, et par pure charité chrétienne. Nous vous avons construit cette maison pour vous abriter des orages de la vie, de ces broussailles. Vous nous aiderez à faire un jardin d'Éden, un paradis. Nous serons, Madame Bacon et moi, une mère et un père pour vous, n'est-ce pas, Madame Bacon? L'apprentissage qui vous mènera vers le Seigneur va commencer immédiatement. Il n'y aura ni râlerie ni paresse. Je peux vous promettre que vous serez trop occupé pour être jamais oisif. Vous travaillerez pour gagner votre pain, et vous travaillerez parce que sinon c'est le diable qui occupe les mains des fainéants. Si vous travaillez, vous serez bien nourri. Si vous travaillez bien, vous pourrez jouer 1 heure à la fin de la journée, la dernière heure avant le coucher du soleil. « Regardez ça !» rugit-il soudain en agitant sa canne vers l'horizon. « Regardez! Vous voyez? Rien. Rien que la nature sauvage à perte de vue. Et ce rien continue sur des kilomètres et des kilomètres, au nord, au sud, à l'est et à l'ouest. Inutile donc d'imaginer même de vous enfuir. Vous tourneriez en rond, c'est tout. Vous seriez bientôt mort de soif, vous seriez desséché par le soleil. Les serpents vous mordraient, les crocodiles vous dévoreraient, ou les chiens sauvages, les dingos vous mettraient en pièces. Et même si vous parveniez à survivre à tout cela, les petits noirs vous retrouveraient très vite. Ils font toujours ce que je leur dis, et ils vous ramèneraient aussitôt au Ranch Cooper. Pas vrai, Madame Bacon? Madame Bacon ne répondit pas. Elle se contenta de rester là, à côté de lui, les paupières toujours baissées, tandis qu'il continuait à tempêter. Lorsqu'elle pensa qu'il avait fini, elle s'éloigna vers la ferme, suivie de près par son chien d'un brun grisâtre, une créature fuyante et craintive comme sa maîtresse, qui trotta furtivement derrière elle, la queue entre les jambes. Mais Piggy Bacon n'avait pas tout à fait fini. Il jeta un regard noir dans la direction de sa femme, fit claquer sa canne contre sa botte. « C'est l'œuvre de Dieu que nous accomplissons !» dit-il. « L'œuvre de Dieu! Ne l'oubliez jamais !» Ainsi nous commençâmes à accomplir l'œuvre de Dieu.